Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Air du son, un épisode qui va sûrement, peut-être, vous mettre quelques papillons dans le ventre, vous rappeler pas mal de souvenirs de soirs dans votre chambre d'enfant, sur une peau de mouton au milieu de votre salon, ou encore en voiture pour l'école à écouter mille et une histoires. Je dis bien écouter car l'Air du son oblige. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'audio chez les enfants. Avec moi autour de la table pour en parler, Carole Chesson, bonjour. Bonjour. Carole Chesson, vous êtes la cofondatrice de Bloom Radio. Bloom, c'est une web radio qui propose uniquement des contenus pour les enfants. Vous êtes réalisatrice et ingénieure du son d'origine. Je suis ravie de vous accueillir pour l'Air du son. Merci, je suis très heureuse d'être là. En face de vous, Carole Chesson, il y a Julie Kuhn, ou plutôt Super Julie, comme on vous appelle sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et vous aimez utiliser l'audio dans votre travail et l'audio de manière générale. À côté, vous avez aussi créé un blog spécialisé dans les applications ludo-éducatives pour les enfants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Et puis à la fin de cette émission, Sophie Massieu avec nous pour parler d'une des plus grandes douceurs de notre enfance. Ça remue, ça fait rire, ça rend nostalgique, mais pas vieux pour autant. Je garde la surprise. Salut Sophie. Bonjour Andréane, bonjour à tous. Bon allez, c'est l'Air du son, on y va. Pour commencer, j'aimerais bien vous faire écouter une petite pastille que j'ai réalisée avec différents bouts de livres audio que j'ai écoutés moi étant petite ou qu'on m'a soufflé et qui vont sûrement vous rappeler quelques souvenirs. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Les petits violons étaient les derniers nés d'une très ancienne famille qu'on appelait la famille des cordes. Leur bavardage était bien joli à entendre. Il y avait les petits violons qui pouvaient chanter très haut avec leurs chanterelles. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. « Tout est calme ici », gazouillait-il gaiement. Sorcière, sorcière, je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure, prends garde à ton derrière. Je tourne, j'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi, je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. J'imagine que vous avez reconnu les extraits. Ah ouais. On a reconnu, oui. Moi, il me manque juste un. Ah ouais ? Ouais, le dernier. Je connais pas la sorcière. C'est la rue Mouffetard. La rue Mouffetard, la sorcière de... Là, c'est la sorcière du placard à balai, c'est les contes de la rue Broca. Ah, oh, génial. Je J'ai connais pris pas. Paris. Je les ai pas lus. Exactement. Donc, c'est quoi les extraits que vous avez reconnus, du coup ? Le Petit Prince. Lu par Gérard Philippe, du coup. Oui, Ouais. tout à fait. Pierre et le loup. Et la sorcière de la rue Mouffetard. Et Piccolo et Saxo. Et Piccolo et Saxo. Piccolo et Saxo que moi je n'ai pas écouté quand j'étais petite, hein, on me l'a soufflé celui-là. Donc il y a beaucoup de livres audio pour enfants évidemment qu'on reconnaît tout de suite, les grands classiques, les indémodables et les indéboulonnables. Donc on l'a dit comme Pierre et le loup ou Le Petit Prince. Brièvement, vous, quels souvenirs vous avez d'audio quand vous étiez petite, si vous en avez ? À moi, clairement, Pierre et le loup par Drucker. Sa voix est restée emblématique. J'ai écouté, réécouté. Alors pour moi, c'est effectivement Le Petit Prince et Pierre et le Loup, c'est très clair. Et j'ai le souvenir vraiment très agréable tout à coup d'être toute petite, pas savoir encore lire, mais pouvoir écouter toute seule un livre et pouvoir vivre cette aventure-là sans avoir un adulte à côté de moi pour me lire l'histoire, enfin en ayant juste le plaisir de brancher voilà, mon appareil cassette ou peut-être mon manche-disque voilà, pour écouter ça. Oui, parce qu'à l'époque, on écoutait ça sur des cassettes. C'est ça. Et moi, j'avais même un lecteur cassette qui lisait que d'une face. Il qui faisait qu'avancer, pas reculer. Si on voulait reculer, il fallait mettre la face de l'autre côté. Et je me revois à plat ventre par terre dans ma chambre à écouter notamment Pinocchio, Blanche-Neige et Cendrillon. Je crois que c'était mes contes fétiches. Et j'avais très peur de la petite sirène. On dit la petite sirène, ça me faisait peur.
Voilà. Donc on ne va pas en parler puisque c'est un mauvais souvenir pour Sophie. C'était un apparemment. beau souvenir, mais c'était étrange. Et alors j'ai rencontré Véronique Heitz, qui est éditrice et responsable de la section audio de la maison d'édition jeunesse L'École des loisirs. Je lui ai demandé de me faire un peu l'état des lieux du marché de l'audio chez les enfants aujourd'hui. Dans le livre audio pour enfants, il y a des choses très très différentes qu'on range toutes sous le terme livre audio, qui vont des livres puces pour les tout petits enfants, où il y a juste un son quand on appuie sur une puce, jusqu'au livre audio qui ressemble plus au livre audio adulte, c'est-à-dire où il y a seulement l'enregistrement d'un texte. Et il y a aussi tout ce qui s'appelle les livres-disques, soit avec l'histoire qui est reprise de l'album, soit un accompagnement musical, des chansons, des comptines, des choses comme ça. Donc dans le livre audio pour enfants, il y a un spectre quand même très très large de propositions. La France n'est pas le pays où il y a le plus de choses qui existent. Par exemple, aux États-Unis, en Allemagne, il y a une beaucoup plus grande pratique du livre audio et beaucoup plus de choses. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus facilement dans beaucoup de librairies et avec un plus grand choix de titres que chez nous. Je pense que ce qui se développe, c'est qu'en fait, il y a toute cette idée parfois de dématérialisation, comme il y a eu un moment pour la musique. Et que, alors aussi, on dit beaucoup les podcasts, l'utilisation de tous les podcasts, une habitude différente d'écouter autre chose que de la musique. Voilà, et d'écouter aussi du texte, des émissions, des histoires. Moi, quand j'étais petite, il y avait déjà des livres-disques aussi, hein, oui, avec la petite clochette, là, quand il fallait tourner la page. Donc voilà, on a tous écouté Pierre et le Loup ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a une tradition dans l'édition jeunesse du livre-disque. Donc c'est-à-dire de l'album qu'on feuillette et en même temps quelqu'un nous raconte l'histoire. Donc ça existe et régulièrement il y a des nouveautés. Je pense que ce qui se développe, qui est nouveau, c'est le livre audio seul. C'est-à-dire seulement l'enregistrement d'un texte qu'on achète soit sur un support encore CD, soit qu'on peut télécharger et écouter sur son ordinateur. Et ce qui est nouveau, je pense, c'est que ça se développe pour les âges. C'est-à-dire qu'avant, on arrêtait le livre audio, enfin le livre disque, à partir du moment où les enfants savaient lire. On considérait qu'à partir du moment où les enfants savaient lire, ils n'avaient plus besoin qu'on leur raconte des histoires et puis ils devaient lire tout seuls. Et alors que maintenant, on enregistre des choses sur des longueurs beaucoup plus conséquentes. Des livres qui peuvent faire plusieurs centaines de pages et même maintenant des livres audio pour les ados. Enfin, pour ce qu'on appelle en littérature ado. Vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit, Julie Kuhn ? Oui, enfin moi le livre audio me fascine parce que les enfants sont captivés par ce qu'ils entendent. Alors on peut leur lire des histoires, de toute façon je prône le fait de continuer à leur lire des histoires une fois qu'ils sont lecteurs. Et les qualités du livre audio, c'est qu'il y a de la musique. Enfin c'est souvent, il y a une couleur sonore qui accompagne chaque livre et je trouve ça vraiment important parce qu'elle capte l'attention de l'enfant qui souvent s'arrête de faire ce qu'il était en train de faire, même s'il colorie. C'est vraiment il est vraiment captif de ce qu'il entend. Mais c'est marrant parce que du coup, tout à l'heure, quand vous citiez le livre audio, c'était Le Petit Prince, il me semble, ou Pierre et le Loup, je me souviens plus, qui était lu par Michel Drucker. Vous avez tout de suite cité Michel Drucker, comme s'il y avait un rapport à la voix aussi quand on est petit et qu'on imprimait ce type de son particulièrement. Et on a du mal à l'écouter lu par quelqu'un d'autre. Enfin, on préfère vraiment la version de notre enfance parce qu'elle nous rappelle. C'est une Madeleine de Proust. On est vraiment projeté dans nos souvenirs. On se voit allongé par terre, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Carole Chesson ? Oui, je pense effectivement que ça fait partie des grands plaisirs de l'enfance et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les enfants sont un petit peu moins là-dessus, sur le plaisir de l'audio. Mais c'est vrai que c'est magique. Voir un enfant face à un livre audio, c'est magique. On voit à quel point il est plongé dedans et c'est encore autre chose que la lecture, finalement. C'est vraiment tout un univers dans lequel il va se sentir bien et c'est ce que tu disais, Julie, il y a vraiment la musique, les ambiances, etc., qui vont rajouter vraiment quelque chose à l'histoire. J'ai vu passer une étude demandée par le Syndicat national de l'édition avec le soutien du Centre national du livre et menée par Ipsos qui donne les résultats suivants sur les parents d'enfants qui ont déjà écouté des livres audio. Donc il y a différents bénéfices observés. Il y a notamment les livres audio occupent calmement les enfants à 49%, développent leur imagination à 48%, donnent le goût de la lecture à 37%, développent la compréhension de l'image et du texte à 36%.
ou encore développe le vocabulaire des enfants à 35%. Mais du coup, quand on voit tout ça, pourquoi est-ce que la France est aussi en retard sur cette question-là, Carole Chesson ? Alors, c'est difficile à dire. C'est un peu difficile à dire. Je pense que c'est dans les habitudes, en fait. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a cette grande tradition de l'audio qui est vraiment très implantée dans les familles, qui est peut-être beaucoup plus forte qu'en France, finalement. Peut-être aussi que les éditeurs français vont moins facilement sur le livre audio, puisqu'on voit d'ailleurs que dans le livre adulte, il y a assez peu de choses, finalement, en livre audio pour les adultes. Donc aussi, finalement, assez peu de choses pour les enfants. Donc peut-être que ça vient un petit peu de l'offre et un petit peu des habitudes. Enfin, du coup, c'est un cercle un peu vicieux. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que ça évolue ? Vous dites qu'il y a peu de livres audio pour les enfants et peu de livres audio pour les adultes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a plus qu'il y a 15 ans, quand on était petit, nous, par exemple ? Moi, j'ai l'impression que oui, mais fortement lié aux applications digitales qui, elles, sont audio et qui permettent à l'enfant de suivre le texte et donc d'aller vers la lecture. Mais le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a une finalité à tout ça, c'est qu'on veut amener l'enfant à la lecture et donc on utilise l'audio à cette fin-là. Alors que c'est pas l'audio plaisir. On va pas se limiter à ça. Et dès que l'enfant, le problème est là, à mon avis, dès que l'enfant est lecteur, on se dit, là, il y en a plus besoin, il sait lire tout seul et on le prive de ce plaisir là. Alors que il y a une autre chose à citer, ouais. C'est peut-être aussi que on va se dire que l'audio est peut-être lié à une déficience quelque part, où on se dit on peut pas lire soi-même, donc on écoute, alors que non, tout simplement non. Enfin, il y a vraiment quelque chose de plus grand au fait d'écouter des livres. Mais c'est vrai qu'en France, on a un attachement vraiment particulier au format livre et à la lecture en soi. C'est vrai que et aux images aussi d'une certaine manière, parce que finalement, en maternelle aussi, on a tendance à nous faire voir tout de suite des images qu'on nous demande de décrypter. Donc l'audio passe vraiment un peu. Ce qui brille l'imaginaire aussi. Et donc c'est d'autant plus étonnant que les bénéfices sont partagés par tout le monde, hein. C'est ce que l'étude que j'ai citée tout à l'heure nous disait. Je vous propose d'écouter maintenant Charlotte Courtois. Charlotte, elle dirige l'association Constellatio qui souhaite sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures. Elle est également l'auteure du fabuleux Voyage d'Arwen, un livre disque du coup paru aux éditions Les Braques en 2017. Pour Charlotte Courtois, ce livre est surtout un support pédagogique à travers l'histoire d'Arwen, donc une petite fille bretonne qui part faire le tour du monde. L'histoire nous fait découvrir différentes cultures et fait se rencontrer des musiciens traditionnels de nationalités différentes. C'est un livre papier avec un CD qui a donc l'histoire racontée donc par Bérénice Bejo et mise en musique par les musiciens du groupe, ainsi que toute l'ambiance sonore qui a été vraiment enregistrée en plus dans chaque pays, sur place, dans les marchés, dans les rues, etc. C'était impensable pour moi de ne pas avoir le support audio. Pour faire découvrir les musiques, c'est quand même plus sympa quand on a l'audio, et puis parce que je pense que ça joue beaucoup vraiment dans la transmission, quoi, finalement. Le fait de se retrouver vraiment embarqué en fait dans le voyage avec la petite Arwen, et je pense vraiment toute l'ambiance sonore, les petits l'appel à la prière en Tunisie, les charmeurs de serpents en Inde, le bruit des vagues en Bretagne, ça participe vraiment à embarquer le lecteur et l'auditeur, je sais pas comment on dit, dans cette aventure-là, quoi. Et puis l'audio, je pense qu'il y a un côté rassurant aussi de se faire raconter des histoires comme quand on était petit, et ça permet de se mettre dans une bulle un peu et de déconnecter et d'être vraiment à 100% dans l'histoire. Et donc les deux combinés, ça emmène en voyage, quoi. Et je pense que c'est de plus en plus difficile pour les enfants de se concentrer uniquement sur de l'audio. Je m'en rends compte parce que moi j'interviens en fait en milieu scolaire notamment, et raconter une histoire sans mettre d'image, c'est souvent difficile. Les enfants demandent à voir, etc. Donc c'est aussi bien de continuer à les habituer à prêter l'oreille. Alors je me tourne vers vous, Julie Kuhn, vous qui êtes institutrice, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par Charlotte Courtois ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout. Alors je suis totalement d'accord, mais le souci en milieu scolaire, je parle de zones d'éducation prioritaire qui sont vraiment compliquées, c'est que amener l'audio pur demande un calme minimum qu'on n'a pas.
souvent dans les classes. Et du coup, on a vraiment mal à capter l'attention. Donc, c'est le visuel qui va d'abord ramener les enfants à quelque chose et ensuite, peut-être passer à l'audio, si on y arrive. Parce que là, j'ai passé une journée avec un Malfou à transmettre des messages, quels qu'ils soient. Donc, j'écrivais au tableau en essayant de capter l'attention des enfants. Mais bon, même ça ne marchait pas forcément. Mais dès qu'on arrive à le faire, là, tout à coup, ils rentrent dans l'histoire et même les pires élèves, les plus difficiles, les plus retors de la classe, tout à coup me demandent un mot de vocabulaire qu'ils viennent d'entendre en écoutant, alors qu'ils font mine de ne pas écouter ce qui est lu. Et là, je me dis que c'est gagné, ça y est, on a une porte d'entrée, donc on y va, on continue. Pour les élèves avec lesquels vous y arrivez, est-ce que vous avez un retour des parents ? Est-ce que parfois, ce sont des zones d'éducation prioritaire, vous l'avez dit, donc c'est peut-être pas forcément évident, mais est-ce que parfois vous avez eu des retours de parents qui vous auraient dit ça lui a fait du bien, ou je sais pas, ça l'a calmé, ça lui a... Ce que disait Andréane tout à l'heure par rapport à l'étude, est-ce que vous avez des retours ? Pas à ce point-là. Enfin, là, pour le moment, c'est trop frais pour savoir vraiment s'il y a un bénéfice. En tout cas, j'espère pouvoir creuser la piste et puis avancer pour voir si ça leur apporte quelque chose. Pour le moment, je sais pas. Vous enseignez à des enfants de quel âge ? Ça Primaire. change. Donc aussi bien la maternelle jusqu'au CM2. Et est-ce que vous pouvez nous citer des audios que vous écoutez par exemple avec eux ? Est-ce que ça va être... Alors moi je reste sur le conte. Donc il y a Hansel et Gretel qui les fascine. Tout ce qui est le petit chaperon rouge, ou alors des contes inventés aussi. Et là, pour le coup, je n'ai pas de support audio. Enfin, c'est moi qui fais le support audio. Donc, il n'y a pas l'instrumentalisation derrière. C'est un peu moins vivant, mais moi, je varie les voix tout le temps. Enfin, j'essaye d'agrémenter le conte comme il faut. Et vous espérez créer quoi du coup ? Parce que vous citiez cet élève qui vous a parlé d'un mot de vocabulaire, mais mis à part ça, qu'est-ce que vous espérez créer chez eux ? Là, les faire imaginer déjà, parce que ce que fait Carole est essentiel de mon point de vue, c'est ne pas amener l'image et ne pas imposer l'image à l'enfant pour qu'il garde justement son imaginaire vivant et qu'il puisse créer ses propres images. Et à côté de ça, c'est vraiment les faire entrer dans l'histoire, là, notamment les contes inventés. C'est un conte participatif, donc à la fin de chaque chapitre, l'enfant doit rédiger une petite partie qui va amener le chapitre suivant. Donc il rédige une formule magique qui va ouvrir une porte, et toutes les formules magiques sont bonnes, donc on poursuit l'histoire, et là, il pousse son imaginaire pour... inventer ce qui lui plaît. J'ai interrogé un ex-enseignant retraité, donc et écrivain d'histoire jeunesse. Il s'appelle Bernard Friot, il a 66 ans et il est l'auteur des Histoires pressées, pour ceux qui connaissent. Il m'a confié que d'après lui, chez nous, en France, il y a une suprématie de l'écrit, ça on en a parlé tout à l'heure, et pour lui, en fait, l'absence d'audio à l'école, ça tient au fait qu'on ne fait pas confiance à la voix seule et qu'on ne fait pas confiance à l'enfant. Pour vous, est-ce que c'est effectivement le cas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que l'enfant peut se concentrer uniquement sur de l'audio ou pas ? Enfin, moi, de ce que j'ai constaté, il peut le faire. Et d'ailleurs, il est prêt à le faire. On a vraiment l'impression qu'il faut tout le temps amener de l'image, mais quand le conte démarre, souvent ils s'arrêtent et ils sont vraiment focus, enfin ils sont concentrés sur ce qu'ils font, et je le vois même au niveau de mes propres enfants qui se collent à l'enceinte pour être à 100% en train d'écouter et d'imaginer. Et ouais, non, c'est effectivement lié au fait qu'on ne fait pas assez confiance aux capacités d'écoute des petits. Mais du coup, pour vous, c'est quelque chose qui devrait vraiment avoir sa place à l'école, plus qu'en apprentissage de langue vivante, parce que moi, je sais que c'est uniquement le souvenir que j'ai, moi, de ma propre scolarité. Audio, c'était l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand, ouais, en effet. Alors qu'en français, c'est tout à fait valable, surtout que ça amène un autre type de vocabulaire qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. On peut amener des contes vraiment plus élaborés, qu'ils ne savent pas forcément lire, parce qu'il y a quand même des mots complexes à déchiffrer selon les niveaux. Et l'adulte étant à côté peut expliquer les mots. Donc on va beaucoup plus loin dans l'apprentissage et l'élargissement du vocabulaire. Et puis évidemment, il y a une facette qui compte beaucoup dans l'utilisation de l'audio pour les enfants, c'est qu'il y a en contrepartie une prédominance des écrans, et de plus en plus à l'école d'ailleurs, et dans les foyers bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette
place des écrans aujourd'hui? Alors, moi, je prône la limite, justement, et par rapport à mon autre casquette de pro des applications pour enfants, je mets toujours beaucoup de restrictions en disant en semaine, on évite un petit peu le week-end, que des morceaux choisis, et on lit, on écoute, et on n'a pas forcément de support à l'écran. Et alors cette place qu'ont pris les écrans dans la vie de nos enfants, ça peut du coup effrayer. C'est le cas de Julie, une autre mère de 2 petits garçons de 7 ans et demi et 4 ans. C'est une grande adepte de l'audio, de Bloom majoritairement, et de livres CD. Quel heureux hasard. Elle nous raconte, quel heureux hasard, effectivement. Je me demande comment c'est possible. Elle nous raconte la place que tient l'audio dans sa maison. Pour moi, c'est extrêmement angoissant de les voir grandir sur des écrans, même si on n'a pas la télévision. Ils ont un iPad, ils regardent des dessins animés, des vidéos, etc. Et je trouve que de pouvoir diversifier les médias pour eux, enfin, les éloigner d'un écran et trouver une autre façon de les occuper et de les intéresser et de leur apporter quelque chose, de leur apprendre des choses ou de les divertir, c'est hyper important. Le moment le plus fort, c'est les longs trajets en voiture. Ça, c'est vraiment devenu un automatisme en fait. Ça calme les esprits, ça fait passer le temps, ça divertit, ça permet d'ouvrir le dialogue entre nous. Enfin, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'expérience de leur mettre un programme, donc Bloom en l'occurrence, pendant le dîner aussi, et pour les calmer et faire en sorte qu'ils fassent autre chose que de se chamailler ou avoir un fond sonore et quelque chose à écouter en prenant leur dîner. Ça leur a bien plu, ils me l'ont redemandé. Alors Carole Chesson, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes cofondatrice et co-gérante du coup de Bloom la radio, une web radio pour les enfants bourrée d'histoires, de chansons, de devinettes. Comment vous réagissez à ce que Julie vient de dire ? Déjà, ça me fait très plaisir, évidemment, parce que c'est vrai que de savoir que vous calmez les enfants au repas. Ouais, ça me va bien. C'est important. Bon, évidemment pendant les trajets, mais c'est vrai qu'à tout moment, finalement, écouter quelque chose, c'est une bonne occupation. Et puis c'est un peu ce dont on parlait. C'est vrai que je trouve qu'en tant que parent, on est un peu, on sait plus trop quoi faire. On a des injonctions un peu contraires comme ça. Il y a eu un moment où on nous disait c'est super les tablettes pour le développement de l'enfant, puis tout à coup on nous dit non, il faut faire super attention. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on peut retenir peut-être, c'est de se dire il faut un peu tout finalement, comme pour nous non plus on n'a pas envie de passer des heures devant un écran, ou si on le fait après on a envie de faire autre chose, quoi. C'est bien normal. Donc avec nos enfants c'est un peu pareil, il faut leur proposer un peu de tout. Donc c'est vrai que l'audio c'est une bonne chose, et puis que c'est un peu finalement sans limite. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'ils peuvent écouter à volonté autant qu'ils veulent. Il y a pas de restriction autour de l'audio, et que c'est tout bon. Il n'y a pas de lumière bleue. Et il y a aussi une démarche personnelle de la part de l'enfant qui peut choisir ses supports. Tout à fait, il est très autonome par rapport à ça. Finalement, il peut vraiment choisir ce qui lui plaît. Alors l'enfant, il a un peu tendance à écouter les choses en boucle jusqu'à ce qu'il les ait bien intégrées, mais au moins il est autonome, il peut écouter son émission, il peut écouter son jeu. Enfin, chez Bloom, on fait plein de rubriques différentes, donc selon le moment effectivement de la journée, il va faire des choses différentes activités. Et c'est vrai que en plus, c'est ce que dit la maman dans l'interview, c'est que ça donne du coup un sujet de discussion en famille, on l'écoute tous ensemble, ou alors l'enfant l'a écouté dans son coin et puis il vient demander aux parents effectivement, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, tiens, j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses, et ça c'est super intéressant. Et je pense que c'est plutôt rare que ça arrive après avoir passé du temps sur un écran. Finalement l'audio, comme ça va demander à l'enfant un petit exercice finalement d'intégration de l'information, je pense qu'il va en parler, et puis ça va susciter des conversations, et ça c'est très intéressant. Et racontez-nous alors du coup un peu comment ça s'est créé Bloom. Alors Bloom, ça fait 6 ans qu'on a créé ça. C'est né d'une expérience personnelle en fait, puisque avec la cofondatrice Perrine Dard, on est toutes les deux mamans. Et c'est vrai, quand on a eu nos propres enfants, on a vu toute cette offre qu'il y avait de divertissement sur les écrans, et on a eu envie d'un peu autre chose, quoi. Et comme nous, on avait beaucoup pratiqué l'audio enfant, effectivement qu'on avait adoré ça,
ça, on s'est dit, pourquoi pas faire ça. Donc, il y avait du Comté de la Comptine, bien sûr, qu'on trouve très, très bien. Il y a des super livres audio dont on a parlé, etc. Mais on a eu envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin et finalement de créer une radio, à proprement parler, pour les enfants. Donc, au-delà du Comté de la Comptine, se dire qu'on allait faire des émissions, de la gym, des jeux, de la cuisine, de la méditation, des questions d'enfants, plein de choses différentes, puisque finalement, les enfants peuvent s'intéresser absolument à tout au son. Mais ça s'adresse du coup aussi bien aux enfants qu'aux parents, puisque j'imagine que la gym, c'est à faire avec son père ou sa mère. Je sais pas, j'arrive pas trop à imaginer comment ça fonctionne. Je sais pas, je voyais pas forcément ça en famille, mais oui, pourquoi pas. Non, la gym, c'est un petit moment, voilà, où on s'amuse. C'est vrai que ça marche très très bien, par exemple, dans les voitures, puisque c'est une gym qui a été pensée pour les enfants assis et attachés dans un fauteuil. Et donc, l'idée, c'est qu'ils s'amusent un petit peu, qu'ils bougent un peu, et puis qu'après, ils se détendent et que voilà, ils se sentent bien, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une grosse importance qui est donnée au voyage, puisque vous me disiez que vous avez des partenariats avec notamment des compagnies aériennes. Tout à fait. On a vraiment, en fait, en tant que parents, on voit très vite que voyager avec des enfants, c'est un peu un challenge, parce que ça peut être très, très, très compliqué. Donc, en fait, on a très vite vu que le son avait toute sa place dans les transports, mais au même titre que nous, d'ailleurs, on écoute la radio dès qu'on est en voiture, ou c'est ça dont on a envie, quoi. Donc on s'est dit, on va créer des programmes qui pourront être écoutés pendant les trajets. Donc, effectivement, on a passé des partenariats avec des stations essence, avec des compagnies aériennes qui diffusent nos programmes pour divertir les enfants pendant les trajets. Alors, on va écouter un petit extrait. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? Comme métier, aquariumiste, être vendeur et aussi s'occuper des chevaux. Je ferai policier, pompier et vétérinaire. Cuisinière, docteur, conduire un autobus et maman. Millionnaire, milliardaire ou président. Je ferai respecter les lois. Je ferai le même droit, tout le monde aura des impôts. Je ferai la justice. Et comme ça, ils vivront heureux. Comme la science, la majorité, c'est les hommes qui le font. Parce que les femmes, elles s'intéressent à d'autres choses. Maquilleur ou coiffeur ou, par exemple, dompteuse. Je trouve que c'est vraiment pour les filles. Par contre, policier, c'est plus pour les garçons. Parce que policier, c'est beaucoup plus dangereux. Mais après, ça dépend des garçons et aussi des filles. Tous les trucs, c'est pour les filles et les garçons. Ils peuvent faire les mêmes travails. Par exemple, bûcheron, plutôt pour les hommes. Il peut travailler dans les affaires, dans les banques. En fait, dans les choses mieux payées. Je veux pas être méchant avec les dames. Pas leur dire qu'elles sont d'un niveau moins fort que les garçons adultes. Je sais pas ce qu'elles ont envie de faire puisque moi je suis pas une fille. C'est que si on est marié avec un président qu'on devient une présidente. Une fois, moi je suis passée devant un cheval en or avec une fille en or et elle a sauvé l'Angleterre, tout l'Angleterre, et c'est elle qui a réussi à tuer tous les autres qui embêtaient l'Angleterre. Comme je connais pas tous les métiers, je sais pas trop. Du coup, donc ça, c'était un petit extrait de contenu Bloom. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. on a bien rigolé. Ça s'appelle donc la question des enfants. Il y a du boulot sur l'éducation encore, hein, sur la parité. Mais déjà, oui, mais en même temps, l'éducation. On voit qu'il y en a qui ont quand même compris un peu. Enfin, il y en a une minorité, Hein. exactement. Et puis en fait, le but justement, c'est une minorité, mais en fait, c'est bien que ça soit dit. Voilà, mais c'est bien que ça soit dit aussi. Et justement, ça permettra sans doute aux familles d'en discuter et de faire passer un message. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais demander. C'est ça. Ça, il ne faut pas dire ça. On censure pas. On censure rien. Non, c'est vrai. Il faut pas le penser. Mais oui. Du coup, c'est ce que j'allais demander. Un format comme ça sert vraiment à lancer un débat en famille, quoi. En fait, les enfants adorent entendre d'autres enfants parce que ça leur parle immédiatement, c'est très clair. Les parents adorent entendre ce que les enfants pensent parce que finalement, on leur tend rarement un micro pour leur dire qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, ou plein d'autres questions qu'on a pu leur poser. Et donc, du coup, c'est vrai que, on leur donne vraiment la parole tout à fait librement. Hein, comme on voit, là, je suis pas intervenue, sinon j'en aurais remis 2-3
dans le droit chemin. Mais donc, c'est important aussi d'entendre leur avis et de voir justement comment ils ont perçu les informations, puisqu'ils sont tout le temps exposés à toutes ces informations sur le féminisme, sur qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand, sur etc. Et là, c'est un condensé de ce qu'ils pensent. Et vous pensez que vous apportez quelque chose aux parents, puisqu'on a beaucoup parlé de ce qu'on peut apporter aux enfants, mais est-ce que avec Bloom, vous pensez que vous apportez aussi quelque chose aux parents, mis à part de la tranquillité? Alors, la tranquillité, c'est pas rien. J'allais commencer par là, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, parfois, on a besoin d'être tranquille, et puis on a besoin que ces enfants nous tournent pas autour, et que voilà, on puisse un peu les occuper. Donc, c'est une très bonne manière de les occuper. Mais mis à part ça, je pense qu'effectivement, ça, en fait, comme notre expertise finalement, c'est de remettre l'information au niveau des enfants, mais tout en leur parlant de manière tout à fait normale. On gagatise pas, on n'a pas édulcoré notre langage, on est vraiment sur des émissions qui peuvent être écoutées en famille. Et du coup, je pense que ça permet aux parents de voir un peu comment les enfants voient le monde, et ça c'est très important. Et puis de discuter, parce que la radio provoque ça, des discussions. Et Julie Kuhn, vous avez du coup un blog sur les applications ludo-éducatives pour les enfants. Ça s'appelle Super Julie, c'est bien ça. Qui vient au secours des parents qui sont un peu perdus dans le monde. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Comment vous avez eu l'idée de ça, du coup? Parce que j'utilisais la tablette en classe quand elle est sortie, donc en 2010, et les stores étaient vides. Je me rappelle très bien avoir cherché des applis sur l'anatomie pour montrer à mes élèves, et il y en avait 3. Et tout à coup, poum, il y a eu une explosion, il y a eu profusion d'applications qui n'étaient pas toutes valables. Et là, je me suis dit, il y a une sélection à faire. Et avec le regard d'enseignante, ça faisait 12 ans que j'enseignais en France et à l'étranger, il y avait une petite sélection comme ça, fine, à amener aux parents et aux enseignants en disant, voilà, vous pouvez vous servir de ça et ce sera du temps d'écran bien utilisé. Il va pas naviguer sur des vidéos non appropriées. Et donc c'est comme ça que ça a démarré, et je me suis rendu compte que ça servait beaucoup à des parents et des profs qui étaient équipés. Et c'est là que j'ai découvert des éditeurs super sympas, de grande qualité, et notamment Bloom, avec lesquels j'ai vraiment accroché. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais pouvoir les utiliser en classe, ce que je n'ai pas encore pu faire jusqu'à présent. C'est très bien. Mais c'est prévu. C'est une super base de discussion. Moi, j'écoute ça avec mes filles. Ça nous fait beaucoup rire souvent. Et surtout, ça les fait réfléchir, parce qu'elles se disent, ils pensent ça, tiens, et moi, sur cette question, qu'est-ce que j'ai à dire? Parce que sinon, on est dans le qu'as-tu fait aujourd'hui, qui reste assez basique. Mais surtout que c'est vrai qu'en plus, en France, en tout cas, arrêtez-moi si je me trompe, mais on n'a pas de radio publique vraiment destinée aux enfants, alors qu'il me semble bien qu'à l'étranger ça existe. Il y a eu Ado FM, je ne sais pas si ça existe encore, c'est pas les tout petits, mais... Je sais que sur certaines radios, sur France Info notamment, ils ont un petit programme pour les enfants, mais ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête là, oui, absolument. Alors de temps en temps, effectivement, il y a des émissions, il y a les petits bateaux qui sont aussi, depuis des années et qui sont formidables. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a un peu des contes du soir, des choses comme ça qui se mettent en place et qui sont vraiment très très bien. Mais à la radio FM, en tout cas, non, il y a très peu de choses pour les enfants. J'ai lu un article sur le Washington Post qui date du 28 août dernier et qui a été écrit par Nora Krug. Je vous le mettrai dans l'article qui accompagnera l'émission. Et cet article du coup du Washington Post, il donne toutes les manières pour un parent de détourner leurs enfants des écrans et de remettre les livres dans leurs mains ou dans leurs oreilles. Il y a évidemment laisser votre enfant choisir le livre en toute liberté, l'emmener à la librairie de manière routinière, etc. Et à la fin, il y a ouvrez les oreilles de vos enfants et laissez-les écouter des podcasts. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau podcast, c'est pareil. En France, on est quand même un petit peu... on est un peu pauvre de podcasts pour enfants. Aux États-Unis, il y a In the World, que je ne connaissais pas. C'est un dialogue sur les différentes grandes questions scientifiques ou internationales à écouter en famille. Il y a des podcasts d'histoire. Et en France, c'est vide un peu. On sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà, il n'y a pas grand-chose effectivement, et ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais comment ça s'explique? C'est vraiment parce que nous, c'est vrai qu'en France on a une explosion du podcast depuis quelques petites années, mais est-ce que c'est pour ça aussi? Est-ce que
le média audio est en train de revenir un peu et... Moi, j'ai la sensation, en tout cas, que le média audio est en train de revenir. Enfin, pour les adultes, c'est très clair. Et je pense que les enfants, ça va suivre tout naturellement, en fait. Et du coup, il va falloir aussi que la production audio pour les enfants s'adapte finalement aux nouveaux modes de consommation. Parce que, comme on a dit, il y a les livres audio qui sont CD. Mais finalement, qui a encore un lecteur de CD chez lui, ça devient quand même de plus en plus rare. Donc voilà, il va falloir un petit peu s'adapter à ça. Je pense qu'il y a aussi toute une phase qui va s'ouvrir avec tout ce qui est assistant personnel de maison, la Google Home et autres, parce que on va pouvoir demander du contenu audio à ces assistants connectés. Et du coup, il y a finalement un nouveau canal, quoi. Et ça, c'est assez excitant de se dire que ça arrive. Mais c'est vrai que pour l'instant, en termes de production audio pour les enfants, nous, on est un petit peu seuls et on sera ravis de voir arriver des gens. Et ça reste encore très adulte. Cet été, sur France Culture, il y avait une série de contes. Et là, j'ai sauté sur l'occasion en me disant chouette, on va pouvoir rafraîchir notre base, donc on va écouter, et disponible en podcast. Sauf qu'au milieu du conte, raconté par un comédien, par différentes personnalités, il y avait une interview de la personne du conteur, en fait. Et la journaliste demandait pourquoi il avait choisi ce conte, et ainsi de suite. Et donc c'était une rupture un peu trop longue pour la soumettre à des enfants. Et au bout d'un moment, il décrochait. Mais l'initiative était super et ça prend très bien sur des enfants, surtout que les comédiens savent mettre des couleurs, ils font varier les tons. C'est un bonheur d'écouter ça. Donc il faudrait monter. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer du coup pour la suite? Ce serait commencer par de la lecture de contes ou d'histoires et puis après imaginer comme ce que fait Bloom, en fait, des vrais formats, des jeux. D'émissions aussi, parce que c'est bien aussi de traiter un peu des faits d'actualité sous l'angle des enfants. C'est important, de toute façon, ils sont exposés à tout ça, donc ça les intéresse. Il faut juste leur donner des choses qui sont un peu adaptées pour eux, quoi. Et leur faire confiance sur leur capacité d'écoute, quoi. Tout à fait. Mais ça, je pense que c'est le travail des parents pour le coup. Et vraiment, nous, on le voit avec les auditeurs de Bloom. Tous les retours qu'on a, c'est je pensais pas qu'il allait s'occuper avec de l'audio, mais finalement, c'est génial, ça marche super bien. Il est tout aussi captivé finalement que devant un film. Donc allez-y, quoi, les parents. En fait, c'est de la pédagogie à l'égard des parents qu'il faut faire. Il y a un peu ça. Non, mais il y a un peu ça. C'est vrai que c'est un peu une histoire d'habitude quand même. Il faut être prêt à se dire je vais proposer de l'audio plutôt que de le mettre tout de suite devant la télé. Film. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure d'écouter Sophie Massieu, si je ne me trompe pas. Écoutez, je vous invite, Andréane, et tous nos auditeurs avec nous, à rester dans ce petit bain, celui où on avait nos brassards et nos bouées canards, vous vous souvenez? Retour vers l'enfance qui se poursuit avec la magie d'Édouard Baird, qui joue plus qu'il ne lit Le Petit Nicolas et les copains, qui vient de paraître chez Gallimard Jeunesse Audio. Nicolas, c'est un gentil petit garçon qui aime bien ses parents et qui a plein de copains, tous très stéréotypés. Il y a le gros Alceste qui mange tout le temps des tartines. Il y a Eudes, il est super fort et il veut sans arrêt donner des coups de poing sur le nez. Et puis il y a Clotaire, le bon dernier en classe. Et j'en passe, ils sont trop nombreux. Ils forment une bande de gamins inséparables. Ils commettent un nombre de bêtises invraisemblables et ne comprennent pas grand-chose au monde des adultes. Cette drôle de planète qu'est le monde des grands est représentée par quelques parents, un pion très ronchon, une maîtresse dépassée et un directeur d'école qui ne l'est pas tellement moins. Dites donc, il n'arrête pas, le narrateur. Oui, et ça ne doit pas être si simple que ça, en fait, à mettre en voix. Édouard Baird ne parvient pas à avoir une voix propre à chaque enfant. On ne voit pas du reste comment ce serait possible. Mais il s'est donné de nombreuses inflexions et je vous assure qu'à la lecture, à aucun moment, on ne se perd. Il prend une voix bougonne pour le pion, un timbre doux et naïf pour Nicolas, une voix un peu grave pour Alceste, puisqu'il a toujours la bouche pleine. Et ce ne sont là que quelques exemples. Le ton est aussi très important dans ce livre. Le narrateur s'en donne à cœur joie. Il lit vite parfois, il crie, il rit, il joue les sanglots dans la voix quand un petit pleure. Il met de la gouaille, c'est un homme orchestre que nous nous glissons entre les oreilles et c'est ce qui me permet de vous inviter tous, petits et grands, à découvrir ce livre. En fait, alors même que je n'ai aucun intérêt particulier pour la littérature enfantine, j'ai passé un très bon moment et ne me suis pas ennuyée du tout. J'ai souvent souri. C'est un livre qui peut vraiment s'écouter en famille. Et comme chaque chapitre raconte une histoire, on peut s'en chatouiller les oreilles par bribes, un chapitre avant l'autre, dans le désordre, remettre celui qu'on préfère très facilement. C'est du bonheur. Je vous offre une petite miette juste pour le plaisir.
Et les gars, nous a dit Joachim en sortant de l'école, si on allait camper demain. C'est quoi camper? A demandé Clotaire, qui nous fait bien rigoler chaque fois, parce qu'il ne sait jamais rien de rien. Camper? C'est très chouette, lui a expliqué Joachim. J'y suis allé dimanche dernier avec mes parents et des amis à eux. On va en auto, loin dans la campagne, et puis on se met dans un joli coin près d'une rivière. On monte les tentes, on fait du feu pour la cuisine, on se baigne, on pêche, on dort sous la tente, il y a des moustiques, et quand il se met à pleuvoir, on s'en va en courant. Chez moi, a dit Mexan, on ne laissera pas aller faire le guignol tout seul, loin dans la campagne, surtout s'il y a une rivière. Mais non, a dit Joachim, on fera semblant, on va camper dans le terrain vague. Bah, et la tente? Tu as une tente, toi, a demandé Eudes. Bien sûr, a répondu Joachim. Alors c'est d'accord? C'est d'accord. Mais au départ, ce sont des romans illustrés, le petit Nicolas. Les dessins, ça manque pas un petit peu dans tout ça? Alors oui, dans la version papier, les textes de René Goscinny sont illustrés par des dessins de Jean-Jacques Sempé. Je n'oserais pas dire qu'il ne manque pas, parce que cela reviendrait à prétendre que les dessins ne servent à rien et n'ont aucun intérêt. Mais en tout cas, on comprend parfaitement les aventures de cette bande de joyeux gamins sans voir ces dessins. Et mieux encore, on plonge dedans et on rit franchement avec cette version audio. C'est magique. Les images, en fait, on se les crée soi-même dans notre tête. Et j'avoue que de savoir qu'à la base, ce sont des romans illustrés, m'y a fait penser. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'imaginer le dessin qui accompagnerait les enfants qui se chamaillent pour des crayons de couleur ou tentent sans grand succès de répondre à des questions posées par un journaliste qui est venu rien que pour ça dans leur école. Et je suppose qu'il y a un peu de musique aussi ? Mais absolument, évidemment, elle est en parfaite harmonie avec le ton du texte et du narrateur. Elle est joyeuse, elle est sautillante, elle apporte une petite touche supplémentaire de gaieté à l'univers enfantin et léger de l'ouvrage. Merci Sophie, le petit Nicolas et les copains de Goscinny et Sempé vient de paraître chez Gallimard Jeunesse Audio. Il est notamment disponible chez Audible, 1h44, parfait pour un trajet en voiture par exemple. C'est la fin de cette émission de l'Air du Son. Merci beaucoup à Julie Kuhn. On le rappelle, Super Julie, votre blog, donc blog de conseils pour applications destinées aux enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci aussi à Carole Chesson d'avoir été avec nous. Bloom Radio, à écouter partout et tout le temps, jusque dans l'avion. Plein de nouveaux contenus à venir, j'imagine, sur Bloom Radio. Bien entendu. Comme d'habitude. L'Air du Son, un jeudi sur deux. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @l'Air du Son, tout attaché sur Twitter, et l'Heure du Son tout simplement sur Facebook, iTunes, SoundCloud, Deezer, etc. etc. Abonnez-vous, c'est dur à dire, commentez, et c'est toujours sympathique. Avec Sophie, on aime bien voir des commentaires, on aime bien. L'Air du Son, c'est une coproduction Binge Audio et Audible.fr. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.